Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à mon cours d'histoire militaire. Ici Carl Pépin, historien qui vous parle. Cette semaine, j'ai décidé de traiter d'un sujet en fait de mon cru, si on veut, de ma propre sélection, qui porte sur la guerre de 1812. La guerre de 1812, en fait, il faut peut-être préciser d'emblée qu'il s'agit communément de celle qui couvrait à l'époque les opérations sur le territoire nord-américain. Ce que j'entends par là, essentiellement, il s'agit des opérations qui se sont déroulées au Canada et dans l'actuel territoire des États-Unis, sur la terre comme sur la mer, et non pas en tant que telles des opérations napoléoniennes, comme on pense par exemple à la campagne de Russie la même année, en 1812. J'y reviendrai sans doute plus tard lors d'un prochain cours d'histoire que je donnerai sur les campagnes de Napoléon. Mais toujours est-il qu'en attendant, je voudrais vous entretenir donc cette semaine, aujourd'hui, de ce conflit qui fut la guerre de 1812, en fait, qui est un conflit qui ne s'est pas uniquement déroulé lors de l'année 1812, mais qui a couvert quand même plusieurs années, en fait, jusqu'en 1815, je vous dirais. Et aussi, je le fais dans une certaine mesure parce que, bon, vous le savez maintenant, je suis Canadien et chez nous au Canada, en 2012, en fait, il y a eu, si l'on veut, une certaine polémique concernant les commémorations entourant le bicentenaire de la guerre de 1812. Il s'est dit beaucoup de choses, il s'est médit beaucoup de choses également, en fait, sur les tenants et les aboutissants du conflit, quelle fut l'importance du conflit dans la construction nationale politique du Canada moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui. Je ne vais pas aborder cet aspect-là en tant que tel, je vais plutôt me concentrer sur le volet des opérations militaires. Mais ce que je souhaite, par contre, c'est que, en expliquant le volet des opérations militaires, les gens, donc vous, pourrez peut-être avoir une meilleure idée de ce que fut réellement la portée militaire de la guerre de 1812, notamment en ce qui concerne les opérations, comme je le disais tout à l'heure, vécues sur le continent nord-américain. D'abord, ce qu'on appelle la guerre de 1812 en tant que telle se caractérise par une série de conflits qui, au final, je vous dirais, ont fixé de manière presque définitive les frontières actuelles des États-Unis, notamment pour la période allant, je vous dirais, du début de la guerre d'indépendance en 1775 jusqu'à la guerre américano-mexicaine de 1848. Pardon. D'ailleurs, sur ces deux conflits-là, guerre d'indépendance américaine et guerre américano-mexicaine, je compte éventuellement aussi aborder ces conflits-là lors de mes prochains cours. Mais précisément, la guerre déclenchée en 1812, qui, comme je le disais, va durer jusqu'en 1815, va avoir des tenants et des aboutissants quand même assez notables, assez sérieux. Les causes de cette guerre-là, d'emblée, puisque je pense que c'est un volet qui est important à aborder, les causes de la guerre se trouvent d'une part, je dirais, dans une série de plaintes. Oui, des plaintes formulées par les États-Unis envers la Grande-Bretagne relativement à l'obstruction, je vous dirais, quasi systématique de celle-ci du libre commerce américain en haute mer. Puis, d'autre part, de l'appui de Londres aux guerriers amérindiens, qui s'opposaient à l'expansion américaine vers l'ouest. Alors, vous voyez un peu la dimension commerciale maritime et la dimension de l'expansion territoriale à l'ouest des États-Unis. Déjà, en partant, vous avez deux belles pommes de discorde entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Par contre, une autre façon d'envisager la problématique serait à l'effet que nombreux étaient les Américains de l'époque désireux d'annexer tout le territoire de l'actuel Canada. Il y avait une espèce de lobby autour de ça, ou du moins une partie du territoire actuel du Canada. Et puisqu'il est question de réajustement de frontières, bien, je vous dirais, mesdames et messieurs, qu'une autre cause du conflit résiderait dans cette volonté des Britanniques de stopper net l'expansionnisme américain à l'ouest par la création d'un État tampon, d'un État marionnette, si on veut, qui serait un État amérindien. Et pour emprunter la voie expéditive, disons simplement que la guerre de 1812 trouve ses origines dans toutes ces causes-là. Mais une chose demeure. De véritables combats eurent lieu. Contrairement à ce qu'on entend souvent ici au Canada, que c'était un pique-nique, une partie de plaisir. Non, non. La guerre de 1812 a été un conflit, je vous dirais, très sérieux, avec des combats qui ont entraîné la mort de milliers de personnes. Et la plupart de ces derniers affrontements se déroulèrent aujourd'hui, je vous dirais, entre les lacs Michigan et Champlain,
Et bien que le gouvernement et le public canadien nous semblent, non sans surprise, mettre l'accent aujourd'hui sur les batailles comme Queenston Heights en 1812 ou bien la bataille de Châteauguay l'année suivante, eh bien, n'oublions pas que les épisodes de loin les plus marquants, à mon avis, dans la guerre de 1812 sur le continent américain, furent les batailles de la Nouvelle-Orléans, de la Louisiane et aussi du fameux raid mené par les forces britanniques dans la baie de Chesapeake, qui résulta en la composition en fait de l'actuel hymne national américain que vous connaissez probablement, le Star Spangled Banner. Or, ce qui nous apparaît étonnant et ironique, et je le dis bon en toute franchise, c'est de constater que la zone géographique qui connut la plus importante modification de frontières, soit la Floride occidentale espagnole, au lendemain du traité qui a mis fin à la guerre, eh bien, cette zone-là fut celle où les combats furent pratiquement inexistants. Mais cela dit, et là je vais embarquer dans le volet des... nous sommes en guerre maintenant, je vais embarquer dans le volet des préparatifs militaires des belligérants. Cela dit, rarement une nation si encline à entrer en guerre le fit avec un niveau de préparation militaire aussi rudimentaire. Et de quelle nation je parle? Eh bien, je parle de celle des États-Unis. En effet, ce fut le cas des États-Unis dont le gouvernement va déclarer la guerre en Angleterre sans avoir au préalable vérifié si l'armée était prête, imaginez-vous. En effet, l'armée américaine du début du 19e siècle, je vous dirais, était minée par toute une série de problèmes, notamment, et disons les choses franchement, une certaine forme de paresse de ses chefs et de ses administrateurs. Et puis, donc, je parlais de la paresse et des chefs des administrateurs. Le tout combiné à ce sentiment fortement ancré, voulant que la milice américaine, donc cette milice avec un M majuscule, cette milice au sens absolu du terme, bref, que cette milice américaine puisse affronter tous les dangers. Peu importe le danger, peu importe le danger ultime qui est la terrible armée britannique. Ici, le mythe de la milice américaine et de sa soi-disant puissance tire sa source de ces révolutionnaires qui, rappelez-vous, et je pourrais en parler dans un prochain cours, de ces révolutionnaires qui prirent les armes quelques décennies plus tôt contre l'autorité londonienne, mythe par la suite récupéré par les générations subséquentes d'officiers qui envisagèrent la lutte armée moderne avec les mêmes paramètres que leurs ancêtres. Il ne faut pas oublier non plus de considérer que parmi les officiers, disons, plus âgés de l'armée américaine, eh bien, ceux-ci, quelques années auparavant, étaient quand même assez jeunes et ils avaient fait la guerre d'indépendance. Alors, il y a peut-être ce mythe-là qui, naturellement, va transpirer dans l'opinion publique de l'époque. Pourtant, en 1812, et je reste un peu sur le sujet, la réputation de l'armée britannique n'était plus à faire. Et pourquoi? Eh bien, l'armée britannique était une armée composée, c'était une armée de terre professionnelle et c'était une force militaire qui était accompagnée d'une redoutable marine de guerre. En fait, rappelons que l'Angleterre avait vaincu plus d'un ennemi et elle avait fait chèrement payer aux Américains le prix de leur indépendance au moment où se négocie le traité de paix en 1783, mettant fin à la guerre d'indépendance des États-Unis. Bref, ce qu'on appelle aussi l'armée régulière des États-Unis forme donc je vous disais que vous aviez une armée britannique très puissante, très professionnelle, et en face d'elle, vous avez une armée soi-disant régulière des États-Unis qui forme en 1812, au moment où la guerre débute, une structure que je qualifierais d'obsolète, une structure mal préparée et par-dessus tout mal dirigée pour affronter à nouveau une puissance comme l'Angleterre. Et quant aux paramètres stratégiques du conflit, là je viens d'expliquer très brièvement un peu le manque de préparation militaire, surtout du côté américain. Quant aux paramètres stratégiques du conflit qui allait débuter, eh bien, plusieurs conseillers suggèrent, ou ont suggéré, dis-je bien, à l'époque au président James Madison, président des États-Unis, que l'objectif prioritaire de l'armée américaine devrait être la capture de la ville de Montréal, au Bas-Canada, qui est aujourd'hui la province de Québec.
Cependant, le président Madison préféra opter, au lieu de foncer vers Montréal, il va préférer opter pour une stratégie qui peut apparaître moins agressive dans un premier temps, à savoir la défense de la frontière dans les environs de Détroit et du bassin du lac Ontario. Alors, vous voyez un peu que pour Madison, la donne militaire stratégique, dans son esprit à lui, de président des États-Unis, se déplace non pas vers Montréal et par la route traditionnelle d'invasion autour du lac Champlain, mais un peu plus à l'ouest, autour de Détroit et, comme je le mentionnais, du bassin du lac Ontario. Ici, je vous dirais, mesdames et messieurs, que le problème des Américains ne fut pas tant celui de la pertinence de la stratégie adoptée, rappelez-vous la stratégie madisonienne, mais bien une méconnaissance de l'adversaire britannique. Ce qui peut apparaître étonnant compte tenu que la guerre d'indépendance, quand même, n'est que quelques décennies avant, s'est déroulée seulement 30 ans au préalable. En 1812, les Américains ont affaire au très agressif général britannique Isaac Brock, qui n'était, croyez-moi, qui n'était pas un enfant de cœur. Accompagné par ses alliés amérindiens, eh bien, le général britannique Brock, qui commande donc les troupes britanniques en Amérique du Nord, va parvenir à capturer aussitôt dans la campagne ce qu'on appelait les forts Mackinac, le 17 juillet 1812, et le fort de Détroit le mois suivant, le 16 août. En plus de défaire une force américaine à Queenston Heights le 13 octobre, après que cette dernière eut traversé la rivière Niagara pour attaquer le Haut-Canada, qui est aujourd'hui l'Ontario. Comme vous le savez peut-être, le général Brock va se faire tuer à la bataille de Queenston Heights du 13 octobre 1812. Et bien que celui-ci trouva la mort au cours de ce dernier engagement, eh bien, la stratégie britannique d'ensemble avait sérieusement compromis l'effort de guerre américain dans la phase initiale du conflit. Vous savez, les Américains ont tenté sans succès de capturer Queenston Heights, qui est un lieu stratégique au Haut-Canada à l'époque, et en plus, ils se font capturer 2 forts dès le début de la campagne. Alors, ça partait pas très bien pour le président Madison. Par contre, seuls quelques forts américains vont pouvoir tenir le coup un peu plus à l'ouest, comme les forts Harrison, Wayne et Madison, pour ne nommer que ceux-ci. Mais vers la fin de 1812, la guerre dure déjà depuis quelques mois déjà, eh bien, les opérations terrestres vont de plus en plus mal pour les États-Unis, qui allèrent passer la majeure partie de 1813, en fait, à se reconstituer et surtout à pallier leurs pertes. Alors, ce qui nous amène à penser que, encore une fois, cette guerre supposément fraîche, courte et joyeuse, qu'aurait dû être la guerre de 1812 dans ses phases initiales, eh bien, c'est une guerre qui fut d'abord cruelle et peut-être par-dessus tout plus longue que prévu. Et entre-temps, bien, puisque la guerre est appelée à durer beaucoup plus longtemps que prévu, rappelons que le gouverneur général canadien, donc qui est le représentant de la couronne britannique au Canada, qui se nommait Sir George Prévost, eh bien, le gouverneur Prévost concentra logiquement ses ressources à la défense de 2 points stratégiques au Canada. Et je pourrais vous l'illustrer sur la carte. Les 2 points stratégiques au Canada sont les suivants. Il s'agit au Québec du fleuve Saint-Laurent et en Ontario de tout ce qui concerne le pourtour du bassin du lac Ontario, du lac qui porte le même nom. Donc, Prévost confia ainsi la défense des lacs plus à l'ouest à un bataillon de réguliers britanniques sous les ordres du général Henry Proctor, qui en fait avait succédé à Brock, décédé plutôt à Queenston Heights. Le général Proctor, à l'ouest du Canada, donc face aux Américains, voulut maintenir la pression autour de Détroit. Rappelez-vous, on avait foncé vers Détroit au début du conflit, notamment en étant assisté de quelques unités navales dirigées par des marins britanniques et canadiens, voire même par des commerçants britanniques et leurs alliés amérindiens. Donc, ça peut dire que civil comme militaire, tout le monde mettait la main à la pâte. Par contre, les Américains furent loin d'être battus, surtout en mer. Je rappellerai ici que la manœuvre du général Proctor autour de Détroit, vers Détroit en fait aux alentours de 1812-1813, n'allait pas suffire à empêcher la montée en puissance de la marine américaine dans la région de Derry en Pennsylvanie, où la marine américaine était commandée à l'époque sous les ordres d'Oliver Perry, ni contrecarrer le déploiement de réguliers et de miliciens américains dans le théâtre du nord-ouest de l'Ohio, notamment sous les ordres de William Harrison. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que au début de 1813,
malgré ses premiers échecs, l'armée américaine commence à prendre à nouveau de la vigueur. Et d'ailleurs, puisque nous parlons brièvement des opérations navales, eh bien, notez que l'amiral Perry est parvenu à vaincre une escadre britannique à la bataille du lac Erie le 10 septembre 1813, en plus de forcer l'ennemi, imaginez-vous, à évacuer Détroit quelques jours plus tard, soit le 29 septembre, et en plus de permettre aux forces de William Harrison d'avancer jusqu'à la vallée de la Thames River au Canada, où il va défaire une troupe anglo-amérindienne le 5 octobre, toujours en 1813. Et mentionnons également que les Britanniques sont quand même parvenus à défendre avec succès le fort Mackinac en 1814, et ils sont parvenus à garder le contrôle d'une partie de la péninsule du Michigan et de l'actuel État du Wisconsin, si je peux dire. Mais il faut dire quand même que les Britanniques abandonnèrent leurs alliés amérindiens et les commerçants de fourrure lors des négociations de paix ultérieures. Petite parenthèse. En clair, disons que la région ouest des opérations militaires qui ont commencé en 1812-1813 et pour se poursuivre en 1814, eh bien, cette région-là qui, au départ, semblait sous-estimée de par les stratèges, va devenir une région d'opérations militaires très importante. Et malgré les premières défaites américaines, c'est une région à l'ouest du territoire américain, tout le Wisconsin, Détroit et tout, qui retournera sous juridiction américaine au sortir des hostilités. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Eh bien, compte tenu que les Britanniques semblent avoir débuté la guerre sous des auspices favorables, si je peux dire, eh bien, il me semble évident que d'un strict point de vue stratégique, pour moi, l'année 1813, même si elle avait bien commencé pour les Britanniques, leur fut quand même difficile, cette année-là de 1813. Pourquoi? Bien, il est vrai que la dispersion des forces américaines rendit plus aisée la défense d'un secteur important comme le lac Ontario, mais d'autres problèmes affectèrent la gestion des opérations. Le premier élément qui nous vient à l'esprit est celui de la qualité du haut commandement britannique. Rappelez-vous que, comment je peux vous dire ça, Georges Prévost, qui était le gouverneur général du Canada au moment de la guerre, eh bien, Prévost avait comme officier subordonné les généraux Sir Roger L. Sheaffe. Il avait également le baron Francis de Rottenberg et le commodore, donc le commandant des opérations navales, le commodore Sir James Lucas Yeo. Et d'emblée, ces commandants-là, donc Sheaffe, Rottenberg et Yeo, n'étaient pas du calibre de ceux qui luttèrent en Europe à la même époque, toujours pour l'armée britannique. On pense notamment les combats dans la péninsule ibérique, je pense entre autres au duc de Wellington ou à l'amiral Lord Nelson. Mais heureusement pour eux, l'armée américaine était commandée, je pèse bien mes mots, par des généraux encore plus incompétents. D'ailleurs, les forces navales américaines sur le lac Ontario, commandées par Isaac Chauncey, ne parvinrent pas non plus à obtenir une quelconque supériorité dans ce secteur vital du théâtre de la guerre, qui était donc le lac Ontario. Et aussi, les Américains réalisèrent alors l'importance d'une efficace coopération entre l'armée et la marine, coopération qui, je pense, fut démontrée avec un succès relatif au cours de l'attaque contre York, qui est aujourd'hui la ville de Toronto, le 27 avril 1813, et contre le fort George à l'embouchure de la rivière Niagara le mois suivant. Mais pendant ce temps, il ne faut pas également oublier que les Britanniques jouèrent également la carte de la coopération marine-armée. Cette coopération-là, je pense, fut démontrée par Prévost sur terre et Yeo en mer contre les installations de Sackett's Harbor, New York en fait, le seul port américain alors en eau profonde du côté américain du lac Ontario. En fait, Sackett Harbor dans l'État de New York, dis-je bien. Et cet assaut-là britannique contre Sackett Harbor, qui se déroulera finalement les 28 et 29 mai 1813, fut, disons-le, un échec. Mais il amena le commandeur américain Chauncey
à renforcer ce secteur, le tout au détriment, je vous dirais, d'allocation de ressources aux opérations combinées marine-armée, qui pourtant s'étaient montrées prometteuses autour de York le mois suivant. Alors, c'est peut-être un élément en récapitulatif que l'on a tendance parfois à oublier, cette coopération entre les forces navales et les forces terrestres dans le cadre d'opérations, pour employer un terme plus moderne, peut-être un peu plus anachronique dans le contexte de l'époque, mais quand même, des opérations que je qualifierais d'amphibies. Alors, la guerre de 1812, du moins dans le contexte militaro-stratégique nord-américain, m'apparaît somme toute révélatrice à cet égard-là au niveau de l'emploi des forces amphibies. Cependant, l'échec pour les Britanniques de la prise de Sackett's Harbour va miner les relations entre Prévost et l'amiral Yeo, au point où, subséquemment, leurs opérations combinées en furent également affectées. Il y eut, je pense, certes, un épisode, si je me rappelle bien, en août 1813, où les belligérants avaient pu remporter une brillante victoire en mer, mais une prudence exagérée de part et d'autre, je pense, n'a pas pu mettre fin à la guerre à court terme. Il empêche que, sur le plus long terme, l'impasse des opérations autour des Grands Lacs, je crois qu'à terme, elle a favorisé les Britanniques, qui, au fond, n'avaient besoin que de gagner du temps afin de préserver leur province canadienne et contraindre, et c'est surtout ça qui est important, contraindre les Américains à négocier. Négocier la paix, bien sûr. Et c'est probablement dans cet esprit, à savoir que le temps jouait contre eux, que les Américains vont y aller d'une dernière offensive contre l'actuel territoire du Canada. Et là, je me situe toujours en 1813. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, en 1813, vers la fin de l'année, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir 2 colonnes d'infanterie américaine qui feront mouvement vers le fleuve Saint-Laurent en direction de Montréal. Rappelez-vous la voie traditionnelle d'invasion aux alentours du lac Champlain. Et ces colonnes-là d'infanterie, qui est au nombre de 2, donc, étaient commandées par les généraux Wade Hampton et James Wilkinson. Et comme c'est le cas dans bien des chapitres de l'histoire militaire avec un H majuscule, eh bien, ces généraux-là, Hampton et Wilkinson, se détestèrent profondément. Ce qui me fait penser un peu je dévie un peu, là, mais à la relation entre les généraux russes Samsonov et Rennenkampf, qui étaient respectivement commandants de la 2e et de la 1re armée russe à la bataille de Tannenberg en août 1814, où les 2 hommes se détestaient tellement au point d'en compromettre les opérations militaires. Eh bien, 100 ans plus tôt, dans le contexte de la guerre de 1812 en Amérique du Nord, eh bien, je dirais que la relation entre Wade et Hampton pouvait être, tout en restant prudent, évidemment, pouvait être comparable. Donc, ces généraux-là, Wade, Hampton et James Wilkinson, se détestaient, au point où ils ne sont pas parvenus à coordonner les opérations montréalaises de manière efficace. Et sans surprise, Hampton et Wilkinson furent vaincus par une force anglo-canadienne inférieure en nombre. En fait, comment je pourrais vous dire ça? Le général américain Hampton fut battu lors de la bataille de Châteauguay au Bas-Canada, au Québec, qui se trouvait à l'époque au sud de Montréal, le 26 octobre 1813. Tandis que le général Wilkinson subira un sort similaire à la fameuse bataille de Chrysler Farm dans le Haut-Canada le 11 novembre de la même année. Et loin de s'améliorer pour les Américains, eh bien, la situation militaire va continuer de s'empirer en 1813, au point où, le 18 décembre, lorsque les Britanniques lancèrent une contre-attaque contre le fort Niagara, du côté américain de la rivière, eh bien, les Britanniques sont parvenus à établir un contrôle effectif de cette artère vitale entre le Canada et les États-Unis. Et de cet instant et jusqu'à la fin des hostilités, eh bien, les Américains allèrent se trouver sur la défensive, du moins en ce qui a trait aux opérations terrestres. Et j'insiste sur le fait que ce fut des opérations terrestres parce que dans le contexte nord-américain de la guerre de 1812, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la guerre de 1812 fut également, au même titre, et fut une guerre navale. En mer, effectivement, pour les Américains qui perdaient sur terre, eh bien, la situation fut différente. Et écoutez bien ceci, c'est que la marine de guerre des États-Unis
fut relativement performante et elle constitua un adversaire de taille pour, rappelez-vous, la terrible Royal Navy britannique. En 1812, au début des hostilités donc, la Royal Navy anglaise disposait de plus de navires militaires que les États-Unis, ça c'est vrai. Et en fait, ce qui est encore plus drôle, si on veut, c'est que les canons installés sur les navires de guerre britanniques en 1812, en chiffre absolu, eh bien, les Britanniques disposaient de plus de canons uniquement sur leurs bateaux que dans toute l'artillerie terrestre et navale des forces militaires américaines. Alors, les Britanniques, uniquement sur le bateau, avaient plus de canons que les Américains au niveau de leurs forces navales et terrestres, dans tout leur arsenal. Mais cependant, si vous regardez bien la carte des États-Unis, vous noterez que la longueur des côtes américaines, la nécessité de maintenir des effectifs contre la marine française, dans le conflit qui l'opposait naturellement à la France napoléonienne, la qualité assez bonne des navires américains et sans compter la compétence confirmée de nombre d'officiers et de marins américains, eh bien, tous ces facteurs ont eu comme conséquence que la Royal Navy a subi une série de défaites. À titre d'exemple de la force de la marine des États-Unis de l'époque, eh bien, notons qu'elle avait en ses rangs de puissants vaisseaux tels le United States, le President et le Constitution, qui étaient, peut-être pour votre information, des navires équipés de 44 canons chacun et qui voguaient aisément en haute mer, ce qui était quand même des navires assez puissants pour l'époque. Et toujours en 1812, eh bien, le capitaine américain Isaac Hull et son navire, le Constitution, sont parvenus à couler le navire britannique qui s'appelait le Guerrière le 19 août 1812. Et ils sont parvenus également à couler un autre navire britannique qui était équipé de 38 canons, qui était le Java, le 29 décembre. Cette fois sous les ordres de l'amiral américain William Bainbridge. Et de son côté, le navire United States de Stephen Decatur va couler le 25 octobre un autre puissant navire britannique de 38 canons nommé le Macedonian. Et dans un même ordre d'idée, eh bien, d'autres épisodes impliquant de plus petites embarcations firent, je pense, très mal paraître la Royal Navy. Par exemple, le navire Essex, qui était équipé de 32 canons, va parvenir à couler le Alert à 14 canons le 13 août, comme le Wasp, qui est un navire de 18 canons, vint à bout du Frolic, 18 canons, le 17 octobre. Et la Royal Navy sut tout de même encaisser les coups et quand même porter d'autres assauts contre l'adversaire naval américain. Notons que certains navires britanniques durent se regrouper pour parvenir à couler le navire américain, le Nautilus, le 17 juillet, ainsi que le Vixen, le 22 novembre, et là nous sommes toujours en 1812. Et non sans surprise, les Britanniques durent renforcer leur présence maritime en Amérique du Nord, sachant qu'ils devaient aussi lutter contre la marine française en Europe, surtout dans le bassin méditerranéen. Qu'est-ce qui va se passer donc? C'est que les Britanniques vont ajouter pour l'Amérique du Nord une dizaine de bâtiments de ligne, une trentaine de frégates et une cinquantaine de navires qu'on appelle des sloops, qui étaient des navires un peu plus petits que les frégates. Et à terme, bien, ces renforts permirent à la Royal Navy d'isoler la marine des États-Unis durant les années, je vous dirais, 1813 et 1814, non sans peine. Et c'est en ce sens que les Américains tentèrent par tous les moyens de casser ce blocus naval et de porter ainsi la guerre en haute mer, ailleurs dans le monde, dans une sorte de gigantesque, je vous dirais, jeu de chat et de souris. Par exemple, ce que je pourrais vous dire, c'est que le capitaine américain David Porter parvint à mener son navire, le Essex, précédemment mentionné, jusque dans l'océan Pacifique, où il fit la vie dure aux navires marchands britanniques, et ce, jusqu'au moment où le célèbre navire de 32 canons fut emprisonné à Valparaiso, au Chili, le 28 février 1814. Aussi, à bord de son navire, le USS Hornet, qui est une embarcation de 18 canons, James Lawrence va parvenir à couler le navire britannique, le Peacock, au large de la Guyane britannique, le 24 février 1813. Et une fois encore, bien, les Britanniques purent
mieux respirer lorsqu'arriva à Londres la nouvelle à l'effet que la capitaine américaine Lawrence avait été neutralisée, cette fois à bord de son navire le Chesapeake, qui avait été coulé par un autre navire britannique, le Shannon, du capitaine Philip Brock, au tout début de juin 1813. Bref, je vous ai un peu, et je m'en excuse, je vous ai un peu inondé de détails, mais tout ça toutes ces informations-là, ces quantités de chiffres, de dates, de navires impliqués, c'était juste pour vous démontrer que cela ne constituait que quelques épisodes du volet naval de la guerre de 1812. Il va y en avoir d'autres, mais notons simplement que les Britanniques eurent bien des maux de tête en luttant contre les navires américains que je vous ai mentionnés. Mais cela ne fut rien, pour ainsi dire, en comparaison du danger que représenta pour le commerce britannique ce qu'on appelait à l'époque la piraterie américaine de haute mer. Par exemple, vers le mois de novembre 1812, les pirates américains, les pirates qui opéraient pour le compte du gouvernement américain, des sortes de corsaires, si on veut, avaient capturé pas moins de 150 navires marchands britanniques uniquement dans les eaux du golfe Saint-Laurent, au Canada. Et pendant toute la guerre, ce furent environ 500 navires pirates américains qui sont parvenus à saisir quelques 1300 navires marchands britanniques. Et le blocus établi par les Britanniques le long des côtes américaines, vous l'aurez compris, n'empêcha nullement les pirates de voguer en haute mer jusqu'en Europe. Et cela eut d'ailleurs comme conséquence de faire tripler les frais d'assurance des transports intercontinentaux dans le contexte plus large des guerres napoléoniennes, sans compter que l'opinion publique britannique commença, je vous le dirais bien franchement, à s'énerver du fait que la Royal Navy, qui est en apparence la plus puissante au monde, eh bien, ne parvint pas à enrayer la menace de ces petites embarcations pirates ou corsaires américaines. Donc, cela m'amène maintenant à vous parler, dans un autre ordre d'idée, d'un volet qui est également important en ce qui concerne les objectifs ou les buts de guerre des belligérants. Rappelons d'abord que la poursuite des hostilités et la difficulté à obtenir une décision militaire nette contraignirent l'Angleterre à repenser sa stratégie en ce qui a trait à ses objectifs de guerre. L'Angleterre avait certes, on se le rappellera, obtenu du succès dans sa lutte contre la France napoléonienne en Europe, mais les États-Unis continuèrent à la défier. En clair, il apparaît que les Britanniques connurent des difficultés à faire une évaluation adéquate de la situation politico-militaire de l'ennemi américain. Autrement dit, et contrairement à ce qui était véhiculé à Londres, eh bien, les Américains, dans l'ensemble, ne semblèrent pas totalement insatisfaits de la gestion de la guerre de leur président Madison. De plus, il semblait évident après coup que Londres sous-estima les forces militaires américaines, en plus de surévaluer la quantité des siennes. Par conséquent, l'Angleterre va modifier ses objectifs de guerre afin de les adapter à la situation du moment. Par exemple, de la stricte défense de l'actuel Canada. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'Angleterre mesura désormais ses gestes afin de les aligner vers un réajustement de la frontière avec les États-Unis, sans doute dans l'optique d'une paix future. Et concrètement, bien, cela signifiait que l'Angleterre chercherait à étendre le territoire de l'actuel Nouveau-Brunswick et du Haut-Canada, l'Ontario, dans le but d'inclure une plus large portion du Maine et de la vallée du lac Champlain, en poussant peut-être une pointe vers Plattsburgh dans l'État de New York. Et Londres tenterait ainsi, je vous dirais, d'asseoir son contrôle naval sur les Grands Lacs, en plus d'ajouter les actuels territoires du Michigan et du Wisconsin qui seraient annexés au Haut-Canada, tout en voyant à ce que la Louisiane soit retournée à l'Espagne, qui est une ancienne possession espagnole, vous l'aurez compris. Et pour réaliser ces objectifs qui étaient assurément ambitieux, bien, Londres chercha d'abord à sécuriser les Grands Lacs avec des renforts terrestres et navals venus d'Europe. Ensuite, bien, Londres voudra lancer une expédition militaire au Maine, mener des raids sur la côte atlantique, en mettant, je pense, l'emphase dans la baie de Chesapeake, qui est un point stratégique, puis enfin capturer les villes de Mobile et de la Nouvelle-Orléans. Et ajoutons à cela qu'un peu plus tard, lors des négociations de paix menées dans la ville de Gand, en Belgique, eh bien,
L'équipe de négociateurs britanniques reçut également comme instruction d'exiger que les territoires militairement occupés demeurent la possession de Londres. Donc, les territoires occupés au cours des années d'hostilité. L'autre problème majeur, me semble-t-il, est que les Britanniques ne surent pas voir dans l'immédiat, en fait, le problème que les Britanniques ne sont pas parvenus à repérer clairement, fut que l'armée américaine de 1812 n'était plus la même que celle de 1815, 3 ans plus tard. En fait, l'armée américaine, je vous dirais qu'il ne s'agissait plus de cette force mal dirigée, mal entraînée et mal équipée. Par exemple, des batailles livrées dans la péninsule du Niagara en 1814, je pense entre autres aux 2 batailles de Chippewa et de Lundy's Lane, qui se sont déroulées respectivement les 5 et 25 juillet, montrèrent, je crois, la ténacité et l'endurance de l'armée du major général américain Jacob Brown face à une force de soldats réguliers britanniques. De plus, bien, l'échec des Britanniques a mené à terme le siège du fort Erie au mois d'août et septembre 1814, et bien confirmant l'incapacité de l'armée britannique à sécuriser cette région stratégique. Toujours en 1814. Et je pense aussi qu'il est vrai que les Britanniques défendirent avec succès l'important fort Mackinac, en plus de garder le contrôle des lacs Michigan et du lac supérieur. Et ainsi, bien, le théâtre des Grands Lacs demeura, je crois, dans une impasse tout au long de l'année 1814, qui, rappelez-vous, c'est un territoire d'opération majeure dès le début des hostilités. Cette même année, nous sommes toujours en 1814, eh bien, le gouverneur général, Georges Prévost, avait reçu des instructions d'avancer ses forces militaires vers Plattsburgh. Mais pour ce faire, Londres lui fournirait quelques 10 000 soldats aguerris. Et l'année 1814 en fut une, si on veut, de course à l'armement, dans la mesure où les belligérants se lancèrent dans la construction effrénée de navires de guerre. Bref, le gouverneur Prévost va effectivement avancer vers la ville de Plattsburgh, dans l'État actuel de New York, mais il refusa d'attaquer la garnison américaine composée de quelques réguliers et surtout de miliciens sous les ordres du brigadier général Alexander Macomb, du moins jusqu'à ce que l'escadron naval du capitaine George Downey vienne à bout de la flotte ennemie à Plattsburgh Bay. Sans doute, Prévost craignait de se voir couper son ravitaillement terrestre via la voie maritime. Le capitaine George Downey, donc, va échouer dans ses opérations, en plus de perdre à l'ennemi d'importants navires de guerre. Et constatant la défaite en mer, toujours en 1814, eh bien, Prévost, sur la terre aux alentours de Plattsburgh, va se résigner à abandonner le projet de capturer cette ville et va ordonner une retraite générale vers le Canada. Donc, nous sommes en 1814. La guerre dure depuis un peu plus de 2 années maintenant. C'est une guerre que d'aucuns pourraient qualifier par un terme plus moderne, plus contemporain, de guerre d'usure. Et cela m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que oui ou non, l'Angleterre allait abandonner la lutte, considérant qu'elle ne parvenait pas à vaincre l'ennemi américain? Je ne pense pas, sûrement pas. Du moins si l'on se fie à l'arrivée en théâtre d'opération du très agressif vice-amiral Sir Alexander Cochrane, qui était en fait, le nouveau commandant du secteur de l'Atlantique Nord. Le vice-amiral Cochrane va effectuer différents raids à nouveau le long de la côte américaine, que ce soit de la baie de Chesapeake jusqu'à la Nouvelle-Angleterre, allant même jusqu'à proposer d'étendre la manœuvre plus au sud vers la Caroline du Sud et la Géorgie, dans le but ici d'appuyer les Creeks, donc la nation Creek amérindienne et les esclaves noirs. Et cette stratégie d'ensemble, en apparence désintéressée de la part des Britanniques, vous l'aurez compris, je crois, avait comme objectif ambitieux, certes, de mettre en colère l'opinion publique américaine contre son propre gouvernement. Et c'est en ce sens que le lieutenant-général Sir John Sherbrooke, qui était au fait le gouverneur britannique de la Nouvelle-Écosse, va diriger une opération combinée avec la Royal Navy afin de sécuriser une tête de pont sur la rivière Penobscot, qui est en fait dans le Maine actuel, mais à l'époque, c'était plus aux alentours du Massachusetts. Et cette avancée-là de Sherbrooke avait un objectif politique très clair,
donc cette avancée militaire-là vers le nord-est des États-Unis, soit de contraindre les Américains à modifier la frontière future entre le Maine et le Nouveau-Brunswick, afin d'y aménager une route terrestre plus directe vers la vallée du Saint-Laurent au Bas-Canada. Et plus importante encore, par contre, à mon avis, fut cette autre manœuvre britannique visant cette fois à l'exécution de raids directement contre la capitale américaine de Washington et aussi contre la ville de Baltimore. Ici, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'en août 1814, eh bien, Londres va dépêcher en Amérique du Nord le major général Robert Ross et le contre-amiral George Cockburn dans la baie de Chesapeake. Et l'imposante force britannique est parvenue à vaincre l'armée américaine à la bataille de Bladensburg qui se trouve au Maryland le 24 août 1814. Et ce faisant, bien, les Britanniques avaient, et c'est ça qui est important, après leur victoire à Bladensburg au Maryland, les portes de Washington étaient ouvertes à l'armée britannique. Et bien entendu, vous l'aurez compris, une fois arrivés dans la capitale américaine, les forces britanniques ne se sont pas gênées pour brûler plusieurs édifices publics et même des propriétés privées. Par contre, les Américains parvinrent à défendre avec un succès relatif la ville de Baltimore entre le 12 et le 14 septembre 1814, ce qui va, comme je le disais au début de mon cours, ce qui va inspirer l'écriture de l'hymne national américain. Mais toujours est-il que la principale conséquence des opérations dans la baie de Chesapeake, je crois, fut la diversion de fantassins et de marins américains de la région des Grands Lacs au Canada, relâchant du coup la pression sur le Haut et le Bas-Canada. Et le même mois, donc en septembre 1814, eh bien, malgré tout, les Britanniques vont encaisser successivement 3 défaites importantes, l'une à Fort-Erie, l'autre à Plattsburgh, rappelez-vous la retraite de Prévost, et celle, devant Baltimore. Ce qui obligea Londres à chercher une issue politique au conflit, malgré que Washington avait été capturé, tout en tentant, malgré tout, d'adoucir les termes à la table futures des négociations. Et la paix fut donc conclue à Gand, en Belgique, précisément la veille de Noël, le 24 décembre 1814, dans une optique, je vous dirais, de statu quo antebellum. Et je conclurai là-dessus, en fait, mon exposé, c'est que cette paix-là, signée en Belgique, me donne l'impression, dans une optique très nord-américaine, voire canado-centriste, et vous m'en excuserez, que la guerre de 1812 se limita au théâtre d'opérations nord-est, soit autour des Grands Lacs et de la vallée du Saint-Laurent. Or, et comme j'ai tenté de le démontrer brièvement et très humblement, les États-Unis, je pense, voulaient profiter des hostilités contre l'Angleterre pour saisir l'important et riche territoire qu'était la Floride espagnole, qui était aussi reconnue comme une source d'appui aux Amérindiens et, disons-le, un refuge pour les esclaves noirs qui étaient en fuite. Dans ce contexte-là, les Américains étaient parvenus à capturer la ville de Mobile en avril 1813. Et de plus, lorsque les Amérindiens Creek massacrèrent la garnison du fort Mims en Alabama en août 1814, eh bien, les États limitrophes du Tennessee, de la Georgie et je vous dirais de l'actuelle Louisiane dépêchèrent des troupes pour leur faire face. Et en dépit d'une bravoure et d'une ténacité exemplaire, eh bien, les Creeks furent vaincus par la milice du Tennessee sur les ordres du major général Andrew Jackson lors d'une bataille qu'on appelle la bataille de Horseshoe Bend le 27 mars 1814. Et cet épisode-là fit probablement réaliser aux Britanniques qu'ils auraient dû intervenir plutôt dans le théâtre sud des opérations, c'est-à-dire le théâtre du Golfe du Mexique, ne serait-ce que pour aider les Américains à mieux diriger leurs coups et à pour mieux aider les Amérindiens, dis-je bien, à mieux diriger leurs coups et surtout, ultimement, nuire à l'effort de guerre des États-Unis. Et à l'évidence, eh bien, comme je l'ai mentionné souvent, le temps jouait, je crois, en faveur des Américains. Ce que l'épisode de la bataille de Baltimore, rappelez-vous, à l'été 1814 avait confirmé, puisque l'armée des États-Unis avait fait, et j'insiste là-dessus, la démonstration qu'elle était capable de non seulement porter de rudes coups,
à l'ennemi, mais en plus de le contraindre à engager davantage de ressources. Et d'autre part, eh bien, les Britanniques étaient-ils prêts à prendre le risque d'une poursuite de la guerre courant 1814? Je crois qu'on peut en douter. Et ça, même si le vice-amiral Cochrane poursuivait ses raids à l'utilité douteuse, je vous dirais, le long de la côte américaine atlantique. Par exemple, on pense entre autres à la défaite britannique à Fort Boyer, dans la baie de Montbar, le 15 septembre 1814. Alors, il y a des doutes qui planaient là-dessus. Et d'ailleurs, mentionnons qu'en ce début de l'année 1814, eh bien, les Britanniques aussi avaient subi une désastreuse défaite dans la région de la Nouvelle-Orléans, les privant déjà d'un point d'appui nécessaire pour mener une campagne à partir du sud. Autrement dit, je vous dirais qu'à l'époque, au risque de me tromper, la ville de la Nouvelle-Orléans constituait une base de départ pour quiconque souhaitant mener des opérations dans le sud actuel des États-Unis et en remontant vers le nord. Alors donc, quiconque contrôle la Nouvelle-Orléans contrôle essentiellement le théâtre d'opération entre la Floride, je vous dirais, et peut-être en exagérant, jusqu'à vers le Texas actuel, tout autour du golfe du Mexique. Bref, en somme, comme mentionné, je vais terminer là-dessus, la guerre de 1812 a trouvé sa conclusion au traité de Gand du 24 décembre 1814. Les belligérants acceptèrent donc de revenir au statut géopolitique d'avant des hostilités, le statu quo ante bellum. Et faisant quelques milliers de morts de part et d'autre, eh bien, la guerre de 1812-1815, si je peux dire, a laissé un goût très amer dans chaque camp, si bien que l'on peut légitimement se demander à quoi elle servit, d'une certaine manière, puisqu'on est revenu à peu près à la même situation d'avant 1812. Pour les Britanniques, cette guerre-là, je pense, aura servi à très peu de choses. Et quant aux Américains, bien, ceux-ci vengèrent probablement un certain honneur national dans ce contexte-là, et tandis que pour les Canadiens, bien, eux, peut-être, comme c'est souvent véhiculé de nos jours, ils gagnaient peut-être un certain sentiment bien relatif d'unité nationale. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, c'était mon portrait général de la guerre de 1812. J'espère que vous avez apprécié et nous allons nous revoir dans d'autres capsules d'histoire militaire. Ici Carl Pépin, historien. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine fois. Au revoir.